salut les kitsune. On espère que vous allez bien. Nous, on va très bien, on est morts de rire. Et nous vous retrouvons pour un update lecture. Oui. Donc, quelles étaient nos dernières lectures et qu'avons-nous pensé de celle-ci? C'est tout l'intérêt de la vidéo. Voilà. Donc je vais commencer par Histoire du soir, de nuit, sans histoire de Françoise Réveillée aux éditions Forte Édition. Donc je l'ai eu via une box de Once Upon a Book. Qu'on remercie chaleureusement. Voilà. Et je n'ai pas aimé, ce n'était pas du tout à mon goût et j'ai eu du mal vraiment à le terminer. Je crois que j'ai pas lu les toutes dernières histoires. Je sais pas. C'était des histoires, c'était pas des contes, c'était des histoires très bizarres. Par exemple, un homme qui entre dans une maison et qui va à chaque pièce pour jouer de la musique et finalement la maison revit à une nouvelle âme, etc. Donc je ne sais pas si c'est moi qui n'en comprends pas le sens ou qu'il y a une morale que je ne décèle pas ou voilà, mais j'ai pas du tout été emportée par les histoires. Mais... Tu ne t'es pas laissé... Ouais, c'est ça. L'histoire ne t'a pas... Les histoires ne t'ont pas touché. Voilà, elles m'ont pas touchée, donc je ne sais pas... Maintenant, est-ce que ça pourrait être sympa à lire à des enfants? Non. Non? Non, particulièrement pas à des enfants. D'accord. C'est plus pour adultes, mais voilà. Si vous aimez ce genre d'histoire, expliquez-moi peut-être ce que je n'ai pas saisi, à côté de quoi je suis passée, et peut-être pourquoi je n'aime pas, mais voilà, c'était pas mon goût du tout. Ça arrive parfois, hein. Oui, On peut pas toujours tout aimer. c'est ça. Voilà. Alors, quant à moi, j'ai lu mon premier livre en anglais. Donc, je suis venue à bout de Autobiography de Christina Loren aux éditions Simon & Schuster. Donc, la couverture était juste trop belle. Et je voulais sortir une fois de ma zone de confort parce qu'il s'agit de Tanner qui se dit bisexuel. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Ses parents l'acceptent, son environnement l'accepte. Le problème, c'est qu'ils viennent de déménager chez les Mormons. Et chez les Mormons, être bisexuel ou homosexuel, c'est pas bien vu. Et il va devoir faire avec, il va devoir cacher son orientation sexuelle. Malheureusement, ça va devenir un peu plus compliqué quand Sébastien, le fils de l'évêque, enfin de la figure religieuse en tout cas de là-bas, va débarquer. Il va pas s'empêcher de tomber fou amoureux de lui. Et donc voilà. C'est à peu près le synopsis. Donc au début j'ai eu un peu de mal. Donc en fait Christina Loren, je pense que j'ai fait une lecture dessus sur Beautiful Secret il me semble, et j'avais pas aimé. Donc j'ai donné sa chance à ce tome là parce que c'est autre chose. Et c'est passé déjà mieux, franchement oui. Au début j'ai eu plus de mal parce que évidemment c'est une autre langue pour moi donc j'ai eu plus difficile. Mais outre ça, il me semble qu'il y avait quand même certaines longueurs. On a quand même eu une mise en contexte fort longue. Trop longue, il me semble. Ça allait un peu trop loin, il me semble, quand même, parce que bon, oui, il tombait, mais genre c'était le coup de foudre pour lui, et c'était pas non plus, enfin, il était beau et tout ce que tu veux, mais fallait pas en faire toutes des pages, quoi, pour ça, bref. Sinon par après j'ai vraiment bien aimé, d'autant plus que je trouve que le personnage de Tanner est assez évolué. Il est très mature pour son âge, il sait que sa bisexualité n'est pas comprise par tout le monde. Il sait aussi qu'il est discret, mais il a envie de vivre sa vie, quoi. Il n'a pas envie de renier son orientation toute sa vie. Donc en revanche le personnage de Sébastien est rempli de controverses. Il sait jamais ce qu'il veut, c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non. Au final, on sait pas trop. Donc, on aurait dit... Alors que c'est lui le plus âgé, finalement. Hein. Très ambivalent. Oui, mais en même temps, je veux dire, Tanner a eu plus de facilité. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Il a eu plus de facilité du fait que ses parents sont beaucoup plus ouverts. Parce qu'ils acceptent sa sexualité. Tandis que Tanner, on ne sait pas. Même lui ne sait pas, vu qu'il a vécu dans un environnement qui était entièrement hétérosexuel et qui ne prônait que cela d'ailleurs. D'ailleurs, les homosexuels sont généralement pas bannis, mais voilà, ils sont un peu exclus. Donc il n'a pas eu l'occasion de se poser la question. Voilà, c'est ça en effet. Donc voilà, c'était une super lecture qui remet beaucoup de choses en question, et après l'avoir lu, je pense que j'ai bien passé 2 semaines ou 3 semaines à encore en y penser. Donc je la recommande à tout le monde, même ceux qui n'aiment pas trop ce genre d'histoire. Je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est une belle leçon de vie et ça aide vraiment parce que les Mormons en plus, on pense que c'est une communauté fort
reclus en effet, ça oui, mais qui ne connaît rien d'autre, qui reste dans ses principes forts et tout ça, mais en fait non, on se rend compte que c'est des humains finalement. et on apprend à les connaître aussi, donc voilà. Donc Skeleton Creek de Patrick aux éditions... Milan. D'accord. Je ne sais plus. Donc voilà, c'est l'histoire de Ryan qui est dans une ville remplie de mystères, où il y a aussi tout un extrait de l'or, sur lequel il y a des meurtres, sur lequel il s'est rendu et qu'il a vu des fantômes. Et voilà, il s'est posé plein de questions avec sa meilleure amie, Sarah. Donc le premier tome était très introductif. On n'en savait pas trop et Ryan était resté chez lui, si vous vous souvenez, pendant que Sarah allait sur le terrain. Ah ouais, je m'en souviens. Et donc voilà, maintenant Ryan va, il est au cœur de l'action, donc du coup, vu que c'est son point de vue, nous aussi. Donc ce qui est très chouette, c'est qu'on se rend compte que les gens de la ville sont impliqués, dont ses parents. Et donc il y a plein de questions qui se posent. On plonge dans l'histoire de l'alchimie, donc c'est très instructif, c'est original, et donc moi je trouvais ça super intéressant. Et voilà, c'est plein de petites pièces de puzzle qu'on rassemble, donc c'est vraiment... c'est chouette pour nous parce qu'on se met vraiment au cœur de l'enquête, on essaie de chercher des indices avec Ryan, etc., essayer de trouver la réponse à cette énigme. Mais on te sent impliqué dans l'histoire. Oui, mais ça manquait de progression, dans le sens où la révélation est arrivée comme ça, paf, de manière très brutale. Donc on est encore dans l'enquête, en train de chercher, puis la page d'après, oui, en fait c'était ça, c'est lui, voilà ce qui s'est passé. Ah, c'est dommage, ça retombe tout, quoi. Voilà, ça manque de progression. C'est dommage. C'est vraiment ça. Donc, comme je viens de dire, on a une réponse donc, à la question à la fin du tome. Donc je me demande sur quoi l'auteur va s'axer dans les autres tomes. Et justement, c'est fait pour te faire acheter le tome 3 pour que tu saches. Voilà, donc j'ai bien aimé. C'est pas transcendant, mais c'est une bonne lecture quand même. Voilà. Eh ben tant mieux. Pour continuer dans les bonnes lectures, eh bien j'ai lu le tome 2 des Cavaliers de l'Apocalypse, donc de Larissa Yohn aux éditions Brajlon. Donc ici nous suivons l'histoire de Famine, donc la fille ici qui s'appelle Limos. Donc forcément la sœur d'Arès, etc. Donc nous sommes après les événements du tome 1, donc les événements du tome 1 qui suivaient Arès. Donc guerre. Limos qu'on voit dans le tome 1 comme une femme assez forte, indépendante, qui a du caractère à revendre. Et nous suivons aussi Arik, donc le militaire fier de lui, tout aussi sexy. Il va lui, par un geste assez soudain, va l'embrasser, en fait va lui voler un baiser. Et il va jamais autant regretter son geste que quand il va subir une torture continuelle. Et quand je dis ça, c'est pas au sens figuré. Non, c'est le sens propre, c'est vraiment une torture perpétuelle. Donc Limos va déployer les grands moyens pour le sauver. Oui, voilà, pour le sauver. Et voilà. C'est le synopsis. Donc j'ai pas mal aimé, surtout d'autant plus qu'il n'y avait plus de vocabulaire trop cru sur le sexe. Parce que c'est pas que j'aime pas, mais bon, voilà, quand on parle vraiment de la chose trop crûment, ça casse un peu le... C'est ça, voilà, c'est lourd. Ici, il y en a moins. Les seules fois où il y en a, c'est parce que on parle vulgairement, quoi. Je veux dire, on balance quelque chose parce qu'on est énervé ou un truc du style, et ça va. Donc Limos, qui avait un caractère vraiment impétueux, qui était indépendante, etc., je trouve qu'en une centaine de pages, elle s'est radoucie en petite guimauve tranquillou. Et c'est un peu dommage. Parce que je pense qu'elle pouvait rester tout aussi indépendante sans être pour autant une guimauve. J'aime bien tes comparaisons. Sinon, Arik, il est génial. Il reste fidèle à lui-même, tranquille. Et tout aussi badass. Sinon, j'ai beaucoup aimé, hein, c'est ça. Hein. Franchement, je me suis bien amusée. C'était chouette. Et en plus, voir une femme et tout ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je trouvais que dans ce tome 2, il était plus que transitoire. Je veux dire, on trouvait, enfin, même à la fin, il y avait plus grand chose et on passe beaucoup plus de temps sur Thanatos. Donc là, le cavalier de l'Apocalypse mort. Donc lui, on a bien introduit son histoire et d'ailleurs, j'ai plus que hâte de lire le tome 3. Mais du coup, on a passé moins de temps sur Limos et Arik et je trouve ça dommage parce que c'est un couple qui vaut le coup. Donc j'espère qu'on verra plus par la suite. Parce que finalement, le saut de Limos, il me semble qu'on l'a pas vraiment vu en fait. Donc voilà.
Mais c'est quand même une saga que je continue à conseiller parce que si on aime ce genre-là, c'est tip top. Alors, mon dernier livre, Ne t'arrête pas, donc l'expérience Nora Thorson de Michel Gagnon aux éditions Nathan. Donc ça raconte l'histoire de Nora qui se réveille sur une table d'opération et qui se rend compte qu'on lui a greffé quelque chose. Elle ne sait pas quoi. Un peu triste. Hein. Oui, et de l'autre côté, on a Peter qui est un hacker et qui se trouve mêlé à un projet, voilà, qui greffe des choses sur des gens. Pourquoi pas? Et c'est un peu lié finalement. Voilà, c'est très très lié, il faut se retrouver donc voilà en duo à essayer de comprendre mais qu'est-ce que c'est que ce projet. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que dès le début on est plongé au cœur de l'adrénaline. Ce qui est chouette, c'est que c'est un roman aussi dans l'air du temps parce qu'on a le côté virtuel hacker qui est vraiment poussé. Donc moi j'ai vraiment bien aimé d'avoir cet aspect là parce que j'aime beaucoup l'aspect virtuel qui est vraiment présent maintenant. C'est vrai qu'on ne sait plus faire un pas sans passer par du virtuel. Voilà, donc je trouve ça intéressant qu'il le pousse dans ce roman et que ce n'était pas juste superficiel. C'est aussi une sorte de critique de notre société, voilà, que les gens puissants font un peu ce qu'ils veulent, même si c'est illégal et que tout le monde s'en fout vu que ce sont des gens puissants. Donc tant qu'à faire, parce qu'ici le FBI étouffe l'affaire, enfin c'est vraiment la totale, donc voilà, bonne critique de la société. J'ai bien aimé les personnages parce que Peter est quelqu'un de voilà, compréhensif, de doux, de tolérant, enfin, mais très courageux et tête brûlée finalement, parce que pour être un hacker et hacker voilà, ces personnes puissantes, il faut vraiment en avoir dans le pantalon. C'est certain. Et Nora, elle de son côté, est une fille introvertie, mais aussi tête brûlée et courageuse parce que finalement on lui a greffé quelque chose et Elle l'accepte pas. Elle accepte pas, elle cherche à comprendre au lieu de s'enfuir dans l'autre sens. Donc voilà, ils ont tous les deux des forces et des blessures différentes qui les rendent super attachants. Donc voilà, je les ai beaucoup aimés, c'est un thriller bien ficelé. Donc voilà, je vous le recommande. J'ai hâte de lire la suite. Voilà, très hâte de lire la suite. Eh ben c'est cool. Oui. Donc moi je termine sur une touche historique. Donc j'ai lu Divine Cléopâtre de Michel Péramore aux éditions Marabout. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un vieux livre que j'ai été pêcher chez ma grand-mère. Donc comme vous vous en doutez, nous racontons l'histoire de Cléopâtre. Donc une reine, une femme, une mère, une épouse. Que dire sur celle... sur cette femme tout aussi impressionnante que belle apparemment. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que déjà c'est romancé et j'adore tout ce qui est romancé. On connaît la fin. On connaît la fin d'office, on sait comment Cléopâtre finit. Mais on peut pas s'empêcher pendant ce tome de voir tous ces choix et de se dire celui-là c'est pas le bon, prends celui-là plutôt parce que ça va mal finir, tu verras. Ensuite tous ses amours évidemment. Ses amours avec César, Marc-Antoine, etc. Et qui sont très beaux parce qu'on se rend compte que Cléopâtre est une femme qui a des sentiments, qui n'est pas... qui a aussi une certaine générosité pour cette époque et qui veut sauver son pays, qui veut en fait tirer son épingle du jeu par rapport... Elle ne veut pas que l'Égypte devienne une simple colonie romaine et pour ça elle va donner tous les moyens du monde, elle va s'enticher de César, de Marc-Antoine et à chaque fois elle va essayer d'aller plus loin dans les choses. Malheureusement je trouve que vers la fin elle a fait de la merde. Oui, elle a été trop jalouse, là pour le coup elle écoutait plus son cœur que la raison. Donc j'ai beaucoup aimé et je suis juste un peu triste qu'on n'ait pas suivi plus les devoirs qu'elle a envers son propre pays. On a vu plus ça à l'international entre guillemets. C'est un petit peu dommage mais j'ai beaucoup aimé, j'ai même versé ma petite larme à la fin donc je conseille à tout le monde pour celui qui veut savoir un petit peu l'histoire de Cléopâtre. Et ben voilà. Très intéressant. Oui. Eh bien on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire vos lectures de moment, voilà. Ce que vous avez pensé des nôtres, votre avis, en fait tout ça. Aimez, abonnez-vous, faites tout ça, ça nous fait énormément plaisir. Voilà. Et en attendant, bisous.